Dans la peau. Dans la peau. Dans la peau. Sous la surface visible de la peau, il y a des luttes silencieuses que peu peuvent imaginer. Le psoriasis, plus qu'une maladie, est une histoire de résilience. Plaques, rougeurs, démangeaisons, autant de marques visibles, mais aussi invisibles. Aujourd'hui, Maëva nous partage son histoire, tissée d'efforts, de patience et d'espérance. Dans la peau. Bienvenue dans le podcast Dans la peau. Et pour parler psoriasis aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Salma El Akis, dermatologue à l'hôpital Cochin. Bonjour docteur. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Et donc Maëva, patiente experte, infirmière qui vit avec un psoriasis depuis la naissance. Bonjour Maëva. Bonjour. Merci à toutes les deux pour avoir accepté notre invitation. Sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Alors, psoriasis, parfois appelé sporiasis, psoriasisme, les patients ont même parfois du mal à le dire, à l'exprimer. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? On sait que les connaissances ont évolué. On en sait un peu plus sur le mécanisme qui provoque cette pathologie. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on sait vraiment de plus qu'il y a quelques années? Donc qu'est-ce que c'est le psoriasis en quelques mots? Donc déjà, c'est une maladie inflammatoire chronique de la peau qui n'est absolument pas contagieuse et qui va toucher à peu près entre 1,5 à 3 millions de personnes en France, ce qui n'est pas du tout négligeable, ce qui fait à peu près 2 à 4 de la population. Cette maladie va se manifester avec ces plaques donc qu'on appelle érythémato-squameuses, érythémato pour dire rouge, squameuse qui donne cet aspect de peau épaisse, de peau morte qui viennent se plaquer par le dessus. Bien sûr, pas que cette forme, je pense qu'on va parler des autres formes juste après. À savoir que, le psoriasis peut débuter à n'importe quel âge. Par exemple, comme l'exemple de Maëva, ça a débuté, quand elle était bébé, mais en général, il y a 2 pics. Un pic vers l'âge de, 20 à 30 ans et puis un deuxième pic entre les âges de, 50 à 60 ans. Ça va toucher, toutes les origines ethniques, toutes les classes sociales, ça touche autant d'hommes que de femmes. Il n'y a pas plus de prédominance masculine, versus féminine et puis ce qui est très important à savoir, c'est que le psoriasis aujourd'hui n'est pas qu'une maladie de la peau. C'est une maladie qui peut être accompagnée d'une inflammation systémique, une inflammation diffuse qui peut être accompagnée de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, donc tout ce qui va être diabète, obésité, hypertension artérielle. Donc voilà, je pense que c'est assez important qu'on sensibilise sur cette, partie-là, du psoriasis qui n'est pas que, cutanée, mais qui peut être accompagnée, d'autres aspects un peu inflammatoires, systémiques. Donc oui, au-delà de la peau et des lésions, il y a aussi voilà une prévention importante à mettre en place pour que ces patients qui vivent un psoriasis et qui viennent consulter le dermatologue soient alertés et puissent partager aussi ces autres symptômes avec vous pour finalement prendre en charge de manière plus globale cette pathologie. Tout à fait. Mmh. Maëva, justement, donc la maladie est arrivée toute petite, puisque vous me le Oui, disiez. j'ai pas de souvenir, du début, ouais. Voilà, donc c'est vos parents qui vous l'ont dit finalement que c'était un psoriasis. Quand vous avez, alors vous étiez petite, mais quand la première fois on vous a dit que c'était un psoriasis, alors petit enfant, j'imagine que c'est pas comme quand on l'apprend adulte. Comment vous l'avez intégré? Comment vous l'avez perçu? Et est-ce que vos parents aussi, enfin, le rôle de vos parents dans cette prise en charge? Mes parents m'ont surtout, accompagnée dans les soins au quotidien, pour que ce soit plus confortable. Puis après il y avait pas forcément un début de suivi avec un dermatologue, enfin j'ai pas souvenir en tout cas. C'était plutôt géré avec le médecin généraliste et la cortisone et en fait, jusque, une vingtaine d'années, ouais 24 ans, c'était gérable comme ça. Avec, de la cortisone, en diminuant, petit à petit, ça revenait pas. Et puis avec des soins au quotidien et puis, pendant de grosses périodes aussi, ça m'a laissée tranquille, hein. Ça, une maladie Mmh. chronique, c'est que ça vient et ça repart. Et donc, là, ça fait, depuis, ouais, 4 ans où ça me laisse un peu moins tranquille, mais c'est gérable. Et quand on est petit et qu'on a un psoriasis, notamment comme vous l'avez vécu justement à l'école, est-ce que ça pose problème justement? Est-ce que vous avez réussi facilement à mettre des mots? Parce qu'on a eu les mots du dermatologue avec, voilà, une description scientifique de la maladie. Et si vous deviez mettre des mots sur cette maladie aujourd'hui ou quels mots peut-être enfant vous aviez mis sur cette pathologie pour l'expliquer? Surtout que ça gratte, que c'est inconfortable, et que j'avais surtout l'effet, esthétique aussi, qui me préoccupait un peu plus,
ado où, j'avais des stratégies pour cacher, un petit peu ce que c'était au niveau du cuir chevelu et des oreilles. Mais après, tout ce qui était, versant, maladie chronique qui ne se soigne pas, je l'avais pas trop, intégré, quoi. Alors, qui se soigne, mais qui ne se guérit pas. Oui, qui se guérit pas, pardon. Oui. Donc justement, on va revenir avec le docteur. Alors, c'est une maladie qui peut toucher toutes les parties du corps ou est-ce que c'est certaines localisations seulement? Alors, donc il y a plusieurs formes, pour le psoriasis. La première qu'on connaît, souvent, qui est le plus souvent représentée, c'est la forme du psoriasis en grande plaque ou en petite plaque. Donc c'est ces fameuses plaques érythémato-squameuses, donc qui vont toucher surtout les zones bastions, donc les coudes, les genoux, le bas du dos, le sacrum, le cuir chevelu. Donc ça, c'est la forme la plus fréquente qui, contrairement à ce qui a été, dit auparavant, on disait que le psoriasis ne grattait pas trop. Mmh. Alors qu'actuellement, on sait que le psoriasis, ça gratte dans 50 des cas. Ça, c'est la première forme. Après, il existe d'autres formes un peu plus rares, comme le psoriasis en gouttes. Donc ces plaques qui vont plutôt être des toutes petites, gouttelettes et souvent c'est chez les sujets plus jeunes, après un épisode d'angine, par exemple. Il y a d'autres formes plus sévères, mais plus rares, comme, la forme érythrodermique. Donc c'est cette forme qui va toucher jusqu'à 90 de la surface corporelle qu'on prend en charge en hospitalisation. Et puis, il y a des formes un peu particulières, le psoriasis des ongles, le psoriasis du cuir chevelu, qui peuvent être uniquement localisés à ces endroits-là. Et puis, on a le psoriasis inversé ou le psoriasis des plis. À savoir aussi que le psoriasis peut ne pas toucher la peau, il peut toucher les articulations. Et donc là, on parle du rhumatisme psoriasique qui va toucher un patient sur 3 atteint de psoriasis et là, qui peut être, destructeur des articulations, donc très important à, intégrer aussi dans l'interrogatoire, de quand on voit pour une première fois un patient qui a, du psoriasis. Ouais, donc on reviendra d'ailleurs, hein, sur les signes prédictifs de cette atteinte articulaire, Mmh. puisqu'aujourd'hui, on sait qu'on évite ces destructions articulaires. Plus la maladie est prise en charge rapidement, moins la destruction articulaire s'installe. Il me semble aussi qu'il y a une forme palmoplantaire, c'est ça? Tout à fait. Qui est très handicapante Tout d'ailleurs. à fait, tout à fait. Donc Ouais. il y a des formes palmoplantaires, très handicapantes avec des formes pustuleuses. Donc c'est ce psoriasis où, on va trouver des toutes petites, des petits boutons blancs qu'on appelle, des pustules, qui peut être très prurigineuse, très affichante, très handicapante, envers les patients qui ont un travail manuel, enfin handicapante aussi, dans la vie, personnelle, Et j'imagine qu'on ne soigne pas c'est pas toutes ces formes de la même façon? tout à fait. Il y a on verra après plus tard peut-être, un peu plus dans le détail. Mmh mh, mmh. Donc vous avez un psoriasis plutôt classique, c'est ça? Celui qu'on rencontre le plus fréquemment. Ouais. Comment vous avez donc on a entendu, enfin, il y a eu toutes les corticoïdes qui ont été, prescrits. Alors, peut-être qu'on peut rappeler, hein, parce qu'on sait qu'il y a quand même une certaine corticophobie, Oui. on va dire, qui règne, un peu partout sur les réseaux, mais aussi, chez certains professionnels de santé, avec cette confusion entre les corticoïdes oraux et locaux. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui a été, gênant? Est-ce que ça a été, voilà, un produit que vous avez pris sans crainte? Non, c'était un produit que je prenais sans crainte, qui avait de l'efficacité, pour mon psoriasis, qui permettait quand même de calmer l'inflammation, assez rapidement. Donc pour, la vie quotidienne, ça apporte du confort et jusqu'à temps où, bah, c'était plus suffisant pour, mon psoriasis. Mais je enfin, ça oui, ça dépend comment ça évolue en fait, le psoriasis, mais pendant très longtemps, c'est la corticoïde enfin les corticoïdes m'ont aidée, ouais. Corticoïdes précisément. Voilà, ont été utiles et efficaces pour calmer Oui, justement à la fois l'inflammation et vos démangeaisons. oui, c'est ça, avec une bonne utilisation, un bon encadrement avec, le médecin pour pas les arrêter d'un coup, tout ça aussi. Oui. Ah bah, justement, docteur, hein, pour éviter le mésusage des corticoïdes, quels sont les conseils qu'on peut donner aujourd'hui aux patients ou rappeler les bons conseils parce qu'ils sont souvent donnés par les dermatologues aux Mmh. patients, mais pas souvent entendus, ou après il y a des messages contradictoires à la pharmacie, sur les réseaux. Est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi le bon usage aujourd'hui Bien des sûr. corticoïdes Bien sûr. Alors déjà, les dermocorticoïdes, c'est un outil, clé dans le traitement de pathologies inflammatoires de la peau comme, l'eczéma, le psoriasis, bon autres pathologies, inflammatoires de la peau. Le
but, c'est vraiment de casser l'inflammation et de ne pas avoir peur de mettre des corticoïdes parce que plus tôt on casse cette inflammation, mieux on prévient l'aggravation de ces plaques, mieux on prévient également l'installation de cette inflammation qui va être plus dure à traiter avec le temps si on laisse, cette plaque, s'installer dans le temps. Donc en général, nous, quand on prescrit, des dermocorticoïdes, on a différentes classes adaptées, par exemple, à l'âge du patient, adaptées à la localisation. On va pas traiter de la même manière, les coudes que les pommes ou les plantes. On va mettre des dermocortiques d'activité très forte au niveau des pommes et des plantes et plutôt des dermocortiques d'activité modérée à forte au niveau des coudes. Pareil, le visage, on met plutôt des dermocorticoïdes d'activité plus faible. Donc déjà, on va adapter selon la localisation qu'on traite, on va adapter selon l'âge qu'on traite et après, pour la durée, en général, on met quelques jours de traitement et puis surtout, on dit aux patients, «On vous donne les ingrédients, vous gérez, selon comment la plaque arrive, comment la plaque se traite». Si le patient, il trouve que la plaque, elle s'est améliorée au bout de 3 à 5 jours, bah, il pourra, vite faire une décroissance rapide, c'est-à-dire passer à 1 jour sur 2 pendant quelques jours après et puis arrêter. Et s'il voit que la plaque, elle dure, 7 à 10 jours et ben il continue pendant 7 à 10 jours, donc faut vraiment pas avoir peur de la corticothérapie. Bien sûr, sans mésusage, sans utiliser les corticoïdes, pendant des mois et des mois, sans avoir l'efficacité voulue. Donc voilà, les corticoïdes restent un traitement de référence dans le psoriasis, mais pas que, puisqu'on a plein d'autres thérapeutiques dont on parlera un peu plus tard. Mais avant de passer, au reste des solutions thérapeutiques, on va peut-être évoquer, les symptômes les plus gênants et également peut-être, on a parlé déjà de quelques maladies associées, bien sûr, syndrome métabolique et l'atteinte articulaire. Mais justement, voilà, quels sont les signes qui peuvent prévenir ou qui peuvent alerter sur peut-être l'existence d'un rhumatisme, psoriasique et finalement, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'on connaît l'arthrose, on connaît la polyarthrite, mais voilà, comment on définit cette atteinte? Alors, première chose, quand un patient qui a du psoriasis, pour que ça soit une première fois ou un suivi, on pose toujours à peu près un catalogue de questions pour rechercher les maladies associées, notamment le rhumatisme psoriasique. Donc, première chose, ça touche surtout les petites articulations. Donc, ça va toucher les articulations des mains, les articulations des pieds, les genoux, mais pas que. Donc, ça, c'est le rhumatisme psoriasique périphérique, avec des douleurs qui sont plutôt inflammatoires. Donc, ça va être des douleurs qui vont réveiller le patient la nuit, le patient, il va avoir tendance le matin à avoir un dérouillage. Donc, on demande au patient quelle est la durée de ce dérouillage matinal pour nous orienter un peu plus vers une pathologie inflammatoire, une pathologie mécanique, parce que parfois, on a d'autres rhumatismes qui sont Bien sûr. associés et de l'arthrose, bien sûr, parfois. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut qu'on recherche des signes de rhumatisme psoriasique axial, c'est-à-dire est-ce que le patient il a des douleurs plutôt dorsales, des douleurs des fesses, cette douleur qui va basculer entre la fesse droite ou la fesse gauche. Et enfin, est-ce que le patient a pris des médicaments, pour soulager, ses douleurs? Est-ce que, par exemple, le paracétamol suffit ou est-ce que des anti-inflammatoires non stéroïdiens vont être plus efficaces pour orienter également vers, la partie, inflammatoire ou non? Et bien sûr, orienter selon, ce que l'on ressent vers le rhumatologue pour faire des examens d'imagerie, et pousser un peu plus les investigations. Donc voilà, le dermatologue reste en première ligne de cette prise en charge et il va pouvoir coordonner finalement cette prise en charge. Mmh. J'ai entendu dire que, l'ongle peut être un des signes prédictifs, Tout à fait. mais je crois que ce n'est pas le seul. Est-ce que vous Mmh. pouvez justement, partager les signes prédictifs avec ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent justement peut-être, être alertés? Alors les signes qui peuvent, être associés au rhumatisme psoriasique, c'est cette atteinte des ongles. Il y a également une atteinte assez spécifique, on va dire, c'est ce qu'on appelle la dactylite. Donc c'est cette inflammation, de quasiment tout le doigt, avec toutes les articulations du doigt qui sont atteintes, qu'on appelle, communément le doigt en saucisse. Donc ça également, ça peut être associé au rhumatisme psoriasique et parfois, l'atteinte du cuir chevelu, peut entrer dans le cadre du rhumatisme psoriasique. D'accord, donc important à savoir, hein, si, des patients nous écoutent et qu'ils n'ont pas encore évoqué ces signes à leur dermatologue, important de le signaler. Donc la prise en charge sera forcément différente. Maëva, est-ce que c'est quelque chose que vous enfin, pour laquelle vous étiez au courant quand, vous avez, eu un diagnostic de psoriasis? Alors pas petite, mais quand vous avez voilà, une vingtaine d'années, que vous avez repris votre prise en charge en main. Est-ce que, cette forme articulaire, c'était quelque chose, que vous connaissiez, ou qu'on vous avait communiqué ou pas? C'est plutôt pendant la consultation avec le dermatologue où il a fait le questionnaire justement pour faire un peu l'état des lieux de mon psoriasis,
où il m'a demandé s'il y avait des douleurs articulaires, je me souviens surtout, notamment au réveil et c'était pas mon cas donc du coup on l'a balayé, assez rapidement mais il m'a dit que, aux prochaines consultations si, je voyais des symptômes arriver, il fallait pas hésiter à les signaler, ouais. Voilà, donc c'est quand même quelque chose, mais avant que le dermatologue vous en parle, bien sûr, hein, j'imagine que vous n'aviez pas Non, en tête, on cette reste possibilité on effectivement, reste hein, concentrés sur nos plaques et on voilà. pense pas trop, à autre C'est ça. chose. Donc important, voilà, de le dire aujourd'hui. Et concernant les maladies associées également, on sait qu'il y a une prévalence un peu plus importante, hein, de certaines pathologies chez les patients qui ont un psoriasis modéré à sévère. Alors j'ai 2 questions. D'une part, quelles sont-elles? Et si, la prise en charge est adaptée, est-ce qu'on peut, bien sûr, il n'y a pas que la prise en charge thérapeutique, il y a également cette prise en charge globale avec l'hygiène de vie, l'alimentation, vous en parlerez. Est-ce qu'on peut limiter justement, le développement de ces pathologies? Est-ce que se prendre en main Mmh. permet aussi de faire de la prévention de ces pathologies? Tout à fait, tout à fait. Donc en 1 lieu, donc les pathologies associées, c'est comme je disais à Dalila, dès qu'on a un patient qui vient avec un psoriasis cutané, on va dérouler, ces différentes questions dans notre tête pour rechercher, justement les pathologies associées. Donc la première chose, donc comme on a dit, le rhumatisme, mais pas que le rhumatisme psoriasique. On peut avoir, de la spondylarthrite ankylosante, donc c'est encore une autre pathologie rhumatismale inflammatoire qui va surtout toucher, qui va surtout avoir des douleurs au niveau des fesses qui va basculer, au niveau des sacro-iliaques. 3e chose, on va rechercher s'il n'y a pas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, notamment, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique, en demandant au patient: est-ce qu'il a des diarrhées? Est-ce qu'il a des rectorragies, du sang dans les selles? Ou est-ce qu'il a des douleurs, dans le ventre? Encore d'autres pathologies associées, nous avons la maladie de Verneuil ou l'hidradénite suppuraire qui, souvent elle est méconnue, des patients atteints de psoriasis, mais parfois elles peuvent être associées et rentrer dans le cadre de grands syndromes. Et puis parfois l'acné également qui peut rentrer dans le cadre de la maladie de Verneuil. Et de manière plus globale, on entend parler souvent, hein, de maladies cardiovasculaires, Mmh. d'hypertension, de diabète, aussi plus fréquent dans Tout ces à fait. pathologies. Est-ce que vous confirmez? Et si Tout oui, à quelle fait. proportion et quelle possibilité de prévention? Tout à fait. Donc, comme j'ai dit au début, le psoriasis n'est pas vraiment une maladie uniquement cutanée. Ça, c'était plutôt ancien. Maintenant, on sait que c'est associé à une inflammation systémique. Donc, plus tôt on traite, plus tôt on prévient cette propagation de l'inflammation et notamment l'association à, comme tu dis, Dalila, au syndrome métabolique comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, l'obésité, le surpoids et le taux de cholestérol élevé. À savoir qu'il existe des facteurs aggravants du psoriasis comme, le surpoids et l'obésité, le tabagisme, la consommation d'alcool, bon, certains médicaments, donc voilà, traiter tôt va permettre de diminuer cette progression vers l'inflammation. Justement, Maëva, je sais, vous suis sur votre page, hein, Vivre et psoriasis, puisque vous êtes, effectivement, une patiente experte qui partageait beaucoup de conseils et astuces sur la page Instagram Vivre et psoriasis. Et justement, vous prodiguez pas mal de conseils sur l'activité physique, l'alimentation, prendre soin de sa peau, de soi, en règle générale. Si vous aviez, un conseil à partager, puis peut-être une expérience personnelle à partager sur, le bien-être que toute cette, hygiène de vie vous a procuré, en plus du traitement que vous prenez? Ouais, surtout enfin, c'était surtout au début où, j'ai cherché des solutions autres que les médicaments, enfin et en plus des médicaments parce que c'était pas suffisant et je cherchais là où, évacuer un petit peu déjà le quotidien et tout de suite ça a été plutôt le sport. Après j'ai, cherché au niveau de l'alimentation parce qu'on parle beaucoup d'alimentation anti-inflammatoire, tout ça. Donc au début, j'ai été assez assidue sur ça et j'ai vu des résultats, pas forcément enfin sur les plaques, elles étaient un peu moins rouges, c'est pas miraculeux non plus, mais ça apporte un certain confort et après c'était un peu difficile pour moi de maintenir, cette rigueur au niveau de l'alimentation. Donc je me suis plutôt, tournée vers, ce qui est le sport avec notamment la pole dance, heu, où là, déjà fallait on est, déjà, devant un miroir tout le temps. Donc faut se réapproprier un peu le corps et puis on se rend compte que, même si on a des plaques, même si on a mal, on peut quand même faire des choses. On arrive à oublier un petit peu ça et on revoit un peu le corps dans sa globalité et pas forcément que les plaques aussi. Ça se ouais, on se remet au centre en fait. Et puis après,
enfin, avoir un environnement un peu plus stable, avec, s'autoriser un peu plus de temps de repos, et puis avoir, un sommeil un peu plus régulier aussi, où là j'ai vu, oui, une différence. Donc voilà, quand même une mise en place d'une certaine hygiène de vie sans que ce soit trop contraignant, on l'a bien compris, hein, Oui. parce qu'on va pas non plus s'imposer, voilà, remplacer la contrainte de la maladie par, des contraintes drastiques dans la vie, mais voilà, parsemer, sa vie de quelques petites, adaptations pour, qui nous conviennent, hein, et ça sera singulier à chacun pour avancer, donc et en l'occurrence le sport. Alors, le sport, est-ce que c'est quelque chose qui a été difficile? Parce que c'est vrai, beaucoup de patients se plaignent de ne pas pouvoir pratiquer ou d'avoir à se couvrir, ils ont chaud. Hem, Comment vous avez abordé la chose? Est-ce qu'on vous pose des questions? Est-ce que finalement vous en parlez ouvertement grâce, peut-être à une prise en charge aussi plus adaptée aujourd'hui? Au début, c'était difficile, toujours le début d'y aller et puis, des fois d'être confronté à des nouvelles personnes parce qu'on a au cours de sport, on n'a pas forcément tout le temps les mêmes personnes qui sont présentes. Au début, j'en parlais pas trop, j'arrivais pas trop à en parler, donc je disais juste que c'était un problème de peau, enfin voilà, je m'éternisais pas et puis finalement, bah, les regards restent quand même, les gens comprennent pas trop. Donc au final, j'ai pris le temps d'expliquer en disant que, bah, c'était du psoriasis, que oui, j'avais, un suivi, mais que pour l'instant, c'était comme ça et que ça m'empêchait pas de faire mes activités et finalement, du coup, c'était juste de la curiosité et puis, les gens après se sont habitués aussi à me voir comme ça et du coup, voilà, ça s'est suivi comme ça et puis, les gens ont pas jugé, par la suite, en fait, donc Donc en fait, c'était briser la glace, ce serait presque le oui, concept briser la glace c'est avec ça, ceux avec qui peut-être on partage des moments oui. est peut-être la meilleure façon finalement de plus avoir à en parler et Oui, de oui, vivre sans en exactement. parler. Ouais, oui. Et justement pour ça, l'important c'est d'être, bien informé donc effectivement Oui. avec, une rigueur scientifique qui manque Mmh. cruellement aujourd'hui sur, certains voilà, certaines plateformes et sur certains réseaux sociaux où on peut trouver le tout et son contraire et surtout, beaucoup de fake news, et notamment docteur donc sur les traitements qui sont disponibles aujourd'hui. On le voit parce qu'il y a des traitements, de plus en plus ciblés qui Mmh. permettent, voilà, de mieux gérer, de mieux contrôler les maladies. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus, sans qu'on cite tous l'éventail, mais des les grandes classes effectivement de traitements Bien sûr. disponibles et puis on sait qu'il y en a encore d'autres qui arrivent, pour à la fois donner de l'espoir et puis donner envie à ceux qui avaient tout abandonné, Mmh. peut-être de reprendre, le chemin du dermatologue? Tout à fait. Alors déjà, j'ai déjà quelques patients en consulte qui viennent avec un psoriasis et qui ont tellement vu de dermatologues et ils n'ont pas eu forcément, la réponse qu'ils souhaitaient. Je leur dis: «Bah, en 2025, on ne souffre plus de psoriasis, Mmh. en tout cas modéré à sévère». Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que en France, en tout cas, le psoriasis considéré comme léger, donc un psoriasis qui n'est pas trop étendu, qui ne fait pas trop souffrir le patient et qui a une surface cutanée qui est limitée, on va plutôt le traiter par les crèmes comme déjà dit, donc de la cortisone en topique, les analogues de vitamine D et cetera. Pour le psoriasis modéré à sévère, on a énormément de choix thérapeutiques et en France, on a de la chance, d'être remboursé, par la sécurité sociale jusqu'à 65 et puis le reste par les mutuelles parce que c'est des traitements qui coûtent très cher pour certains et en France, on commence souvent par ce qu'on appelle une première ligne donc ça va être plutôt les anciens traitements, immunosuppresseurs et la photothérapie donc des rayons UV délivrés d'une façon médicalisée est considérée comme une première ligne thérapeutique et donc en cas d'échec de cette première ligne thérapeutique, on pourra passer à nos nouveaux traitements, donc les biothérapies avec, pour vous la faire simple, des médicaments qui vont cibler une voie spécifique du psoriasis et c'est des traitements qui ont vraiment prouvé leur efficacité, mais également, leur innocuité dans le sens que ces traitements, ils ont très peu d'effets secondaires et on a pas mal de recul. On a le début des premières biothérapies, en 2009-2010, on a pas mal de recul, sur ces traitements-là. Voilà, donc des traitements de plus en plus ciblés qui Mmh. apportent une vraie réponse, hein. Tout à Aujourd'hui, je fait. crois qu'on parle effectivement, alors si on parle en langage scientifique de PASI 100 même, hein, dans le Tout à fait. psoriasis, donc Mmh. c'est-à-dire une surface
corporelle, complètement blanchie, sans Mmh. plaques. Alors blanchie, je ne sais pas si c'est le bon terme, hein, on Mmh. reparlera des peaux un peu plus Ouais. foncées parce qu'effectivement c'est correspondant. Alors juste, est-ce que, il y a eu une certaine appréhension quand on vous a proposé justement, ce traitement, biologique? Parce que vous avez aussi un historique, longtemps avec des corticoïdes et puis un jour ça revient et il faut prendre en main. Est-ce que, bien que vous soyez infirmière, donc que vous soyez aussi dans le soin aux autres, vous avez une petite appréhension parce que, ça touche à soi et à son impact. Comment vous avez appréhendé cette prise en charge? Non, j'ai pas eu trop de crainte à la prise des traitements, parce que je sais que, ça a aidé, hein, le fait que je sois infirmière aussi. Je sais que tout médicament peut avoir des effets secondaires, Mmh. que justement on fait du progrès et il faut saisir ça aussi, cette chance qu'on a, de pouvoir avoir ces médicaments et c'était vraiment une, relation de confiance avec, le dermatologue qui me suit, heu, que si j'avais des effets secondaires ou si ça me convenait pas, je pouvais, le contacter et réévaluer ensemble et de toute façon, à ce moment-là où il m'a proposé, j'étais tellement en souffrance avec le psoriasis que c pour moi, c'était vraiment une solution, à prendre et à tester, ouais et Ouais. pas de regrets maintenant. Je vis avec, un médicament qui me convient, sans effet secondaire et pratiquement plus du tout de plaques, ouais. Ouais, ça c'est vrai, c'est Mmh. vraiment voilà un beau témoignage parce qu'on reçoit énormément de témoignages de crainte, vis-à-vis de ces traitements. Il y a une certaine confusion entre l'immunosuppression et l'immunomodulation. Mmh. Est-ce qu'on peut clarifier un peu ce point, Tout à docteur, fait. pour les patients qui Tout nous à fait. écoutent? Donc, pour vous la faire simple, donc les premiers traitements, dont je parlais, donc les traitements de première ligne, sont plus des immunosuppresseurs. Donc ils vont venir, si vous voulez, supprimer le tout début de la cascade et donc, avoir un peu plus d'effets secondaires, notamment les infections, diminuer, certains aspects d'immunité, qui peut engendrer, d'autres pathologies. Donc ça, donc là, on va venir bloquer en début de cascade. En termes d'immunomodulation ou les nouvelles biothérapies, on va venir bloquer, vraiment le tout dernier acteur, impliqué dans l'inflammation du psoriasis et c'est de plus en plus précis. C'est-à-dire qu'avec le temps, on s'est amélioré de bloquer toute la cascade, puis on a bloqué la moitié de la cascade et puis là, on est vraiment jusqu'aux 10 de la cascade, ce qui explique le fait d'avoir moins d'effets secondaires par rapport au traitement de première génération. Donc ça, c'est Mmh. important effectivement Mmh. à relayer aujourd'hui et concernant justement, les différents types de psoriasis, alors on a un panel de traitements. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de soigner tous ces psoriasis, du psoriasis palmoplantaire, érythrodermique, tous ceux que vous avez cités? Ou est-ce que certains psoriasis restent encore on parle aussi du psoriasis pustuleux qui est un peu plus Mmh. rare, si je Mmh. ne me trompe pas, psoriasis pustuleux généralisé. Mmh. Est-ce que toutes ces formes de psoriasis, trouvent, on va dire chaussures à leurs pieds pour, Mmh. dans le soin? Alors malheureusement, on a encore quelques psoriasis, on n'a pas encore tout à fait les meilleurs traitements ou ces traitements sont encore en cours, ils sont pas encore, validés. Mais c'est vrai qu'il faut adapter chaque traitement, pas que à la forme du psoriasis, comme tu as dit Dalila, mais également au prototype du patient. C'est-à-dire, est-ce que on va pas traiter de la même manière, un nourrisson, qu'un sujet qui a 80 ans, par exemple? On ne va pas traiter de la même manière une personne, qui n'est pas en âge de procréer ou une personne, enceinte que quelqu'un qui ne l'est pas, parce que pas toutes les thérapies sont autorisées. On ne va pas traiter quelqu'un qui a du rhumatisme psoriasique associé de la même manière et également les patients qui ont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ils sont contre-indiqués à certaines thérapies. Donc il faut vraiment adapter, vraiment, à toutes les conditions qu'on a citées, c'est pas un traitement pour une forme, c'est vraiment un traitement pour un patient adapté, vraiment personnalisé pour le patient. Donc d'où la relation, pour rebondir sur ce que disait Mmh. Maëva, médecin-malade aussi, qui est Tout à très fait. importante. Il faut Mmh. se sentir en confiance avec son dermatologue et ne pas hésiter à poser ces questions, effectivement, et bien partager son vécu, son ressenti Mmh. pour que ce soit pris en compte. Alors, on a parlé un petit peu plus tôt des peaux foncées. Est-ce que les peaux foncées réagissent de la même façon à ces traitements? Est-ce que finalement le psoriasis se manifeste de la même façon et les résultats obtenus sont les mêmes ou est-ce qu'on observe une différence? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, bon, sur peau blanche, comme je vous ai dit, c'est facile à diagnostiquer, c'est des plaques rouges avec des squames épaisses. Sur la peau noire, c'est un peu plus tricky dans le sens où la rougeur, elle peut manquer déjà. Donc on a un aspect violacé, un peu plus foncé, grisâtre parfois. Et les squames, elles peuvent être beaucoup moins épaisses. Même si c'est difficile pour le dermatologue à
diagnostiquer, c'est tout aussi gênant pour le patient. Donc, raison pour laquelle il est très important de former nos dermatologues à la dermatologie de la peau noire. Mais également, ce qui concerne la peau noire, c'est cet aspect aussi de mauvaise cicatrisation derrière, où ça risque de laisser de l'hyperpigmentation, donc des taches qui sont plus sombres, beaucoup plus difficiles à traiter, ou au contraire une hypopigmentation, donc des taches blanches. Et comme tu as dit Dalila, juste avant, tu as dit, on arrive quasiment à blanchir, tous les patients du psoriasis. Voilà, c'est un terme quand même nous, qu'on utilise très souvent pour dire qu'on a traité à 100 un patient, alors qu'il est vraiment réservé aux patients phototype clair et non pas phototype foncé. Donc il y a encore, tout ça à réintégrer et à redonner un peu plus de particularité, au sujet à phototype foncé. Ouais, donc c'est important, hein, pour ceux qui nous écoutent. Et est-ce que dans ce Mmh. cas-là, des examens complémentaires sont prescrits pour confirmer le diagnostic ou est-ce Alors, je pense que tout dermatologue, dès qu'il a un doute, va vite aller à la biopsie cutanée. Voilà, c'est un geste qui prend pas très longtemps, qui ne laisse, quasiment pas de traces pour confirmer le diagnostic, au niveau cellulaire, de psoriasis ou non. Être un alors de ce fait, sur l'impact de la maladie également, puisqu'on vient de parler effectivement de cette hyperpigmentation, on attend que le traitement fonctionne parce que ça ne Mmh. fonctionne pas toujours rapidement. Mmh. Il y a plein de choses à mettre en place. Et là, je me tourne vers Maëva déjà qui nous a déjà partagé un petit peu l'hygiène de vie qu'elle a mis en place. Quels conseils on pourrait donner aujourd'hui à ceux qui nous regardent pour les accompagner, pour les aider à déjà en parler, à mettre en place peut-être ou à essayer certaines méthodes qui peuvent être pas des méthodes de charlatan, mais en tout cas des méthodes d'accompagnement qui peuvent aider au quotidien. Bah, déjà moi ça a commen enfin, c'est mon fonctionnement aussi peut-être, mais ça a commencé par bien comprendre, la maladie, Mmh. le fonctionnement, justement le fonctionnement avec le système immunitaire et bah, savoir comment du coup notre organisme fonctionne par rapport aux autres et du coup, de savoir quoi mettre en place pour éviter cette inflammation et du coup, j'ai d'abord cherché à comprendre, mon psoriasis. Donc avec un carnet, j'écrivais, mes symptômes, j'écrivais ce qui se passait dans ma journée et du coup, après, j'ai pu mettre en place ce qui me correspondait au mieux pour moi. Donc par rapport à la gestion du stress, par exemple, au travail, ou après une journée de travail, justement, à comment évacuer la journée, de faire, bah, les temps de repos et l'alimentation parce que, bah, à la maison ou au travail, je prenais des repas un peu trop rapides et pas forcément, complets. Donc essayer d'anticiper, ça, l'hydratation aussi. Et puis, les soins, enfin tout ce qui est crème, je me suis un peu plus, renseignée aussi, sur, les crèmes les plus adaptées et puis j'ai testé et maintenant que je connais les crèmes qui sont adaptées pour moi, j'utilise que celles-ci. Ah, donc d'où l'importance, on revient au traitement singulier, hein, Mmh mh. effectivement qu'il faut, chaque patient doit finalement apprendre à se connaître Mmh. et la maladie force finalement à avoir, Mmh. un regard sur soi un peu plus précis. Alors concernant les crèmes hydratantes, justement, est-ce que il y a des crèmes qu'il faut privilégier et est-ce que, quand on est notamment sous corticoïdes, il faut les mettre avant, après? Comment ça se passe, Alors ce qu'on conseille aux patients atteints de psoriasis, c'est de plutôt choisir un émollient qui soit un baume, soit une crème. Après on n'est pas obligé de mettre un baume, c'est pas vraiment un problème de déshydratation, le psoriasis, contrairement à l'eczéma. Donc c'est important d'hydrater, mais c'est pas le plus important. Parfois moi je privilégie personnellement l'usage de l'urée en plus, de la crème à des petits pourcentages, pas beaucoup non plus, pour justement, décaper ces plaques, qui sont trop épaisses. Pour, le patient qui est sous corticothérapie, locale, souvent je leur conseille de mettre la corticothérapie locale le soir et de mettre leur crème hydratante le matin, après la douche. En gardant la peau un tout petit peu, mouillée, pas trop, ne pas trop sécher juste après en sortant de la douche, pour mieux absorber, l'émollient. Très bien, bah, je pense que Mmh. voilà, les patients auront comme ça les conseils adaptés pour bien utiliser aussi l'hydratation en complément des corticoïdes. On sait par ailleurs que certains facteurs peuvent favoriser ou déclencher d'ailleurs la première poussée, mais aussi favoriser l'aggravation du psoriasis. Est-ce que vous Mmh. pourriez nous citer ces facteurs? Et puis Maëva, je vous demanderai si vous aviez identifié les facteurs qui étaient le plus impactants chez vous.
Bien sûr. Donc, déjà, il y a la partie génétique, donc qui n'est pas forcément héréditaire, attention. Donc pas tous les gens qui ont Mmh. le background génétique vont être affectés par le psoriasis, qui représente, on va dire, 50 de l'atteinte. Et puis surtout, on a les facteurs environnementaux que là, on va venir contrôler. Premièrement, il y a le stress, donc très pro-inflammatoire. Souvent, quand on voit les patients pour une première fois pour un psoriasis, souvent, on leur pose la question: «Est-ce que vous avez un stress en ce moment?» Dans 90 des cas, ils vont dire oui. Deuxièmement, on a la consommation de tabac, la consommation d'alcool, les infections. Certaines infections streptococciques peuvent déclencher des cas de psoriasis, en gouttes. Et puis certains traitements comme, les bêta-bloquants, comme le lithium, comme certains immunosuppresseurs peuvent donner des psoriasis, induits. Et on parle aussi de phénomène de Koebner. Est-ce qu'on peut préciser aux patients ce que c'est et Très comment important. l'éviter? Donc le phénomène de Koebner, ce n'est pas unique au psoriasis, ça peut être aussi commun à d'autres pathologies, dermatologiques. C'est quand le psoriasis va venir se greffer sur un traumatisme ou sur une ancienne cicatrice. C'est une sorte de rappel du système immunitaire, de venir se greffer sur un traumatisme. Donc on essaye de dire aux patients d'éviter parfois certains sports, très traumatiques, qui peuvent engendrer ce phénomène de Koebner. Les frottements, est-ce que c'est quelque chose Mmh. qui peuvent aussi oui? Tout à fait, tout Oui. à fait. Donc, parfois porter des vêtements amples, c'est un peu mieux, Mmh. pour être plus confortable de un et de 2, d'éviter ce phénomène, de Koebner. Oui, attends, c'est vrai que j'avais le souvenir d'un patient qui nous avait contacté justement, qui nous avait dit, effectivement qu'il travaillait, dans des ascenseurs, donc Mmh. souvent à genoux pour réparation et Mmh. qui avait systématiquement les genoux, remplis de plaques et c'est vrai que son métier faisait que malheureusement, il avait ce contact permanent. Donc là, il y avait effectivement des conseils de mettre des genouillères, avec de la crème et cetera. Donc Mmh. voilà, toujours des solutions en tout cas Mmh. pour améliorer le quotidien. Alors est-ce que Maëva, vous avez, vous, identifié des facteurs particuliers qui favorisent, vos poussées? Et puis je reviendrai un peu sur le stress parce que c'est important, il y a beaucoup de confusion aussi sur, la poule et l'œuf. Mmh. Oui, il y avait moi, il y a la part, génétique. Mmh. Justement, on a travaillé dessus Mmh. avec, mon dermatologue et c'est pour ça que ça a peut-être mis enfin, c'est pour ça que ça a mis un peu de temps de trouver le bon traitement aussi, à cause de cette part génétique et après, bon, il y a eu déclenchement de ma crise, c'était un post-covid avec, du stress, au travail et tout ce qu'on connaît dans ce Mmh. contexte et après, ça a été, la gestion, des émotions, pas forcément que négatives, hein, qu'il a fallu, identifier et puis après, trouver des ce qui me correspond pour, mieux les gérer après. Voilà, donc c'est vrai que c'est propre à chacun et Mmh. pour rebondir sur cette notion de stress, parce qu'on a entendu, hein, bon après c'est évident, je pense que dans la vie de tous les jours, si on pose la question: «Avez-vous eu un stress récemment?» Je pense que presque tout le Mmh. monde dira oui de toute façon, malheureusement à notre époque. Néanmoins, voilà, le stress, ça reste un facteur déclenchant ou aggravant, mais on est bien d'accord docteur, ça peut pas être la cause de la maladie. Non, On ça n'est peut pas pas être la cause de la maladie. Pas tous les gens stressés vont faire du Mmh. psoriasis. Il faut, ce background génétique, mais voilà, pas forcément héréditaire, Mmh. mais un background génétique qui est déclenché par un stresseur, immunitaire, on va dire. donc le psoriasis, une maladie, auto-immune, qui se soigne, on a dit, hein. Je Mmh. reprends vos propos du début. En 2025, on ne doit plus vivre avec un psoriasis. Mmh. Aujourd'hui, en tout cas, avec toute la panoplie de traitements, à l'exception de certaines peu de formes, effectivement, qui Mmh. restent encore, Mmh. voilà, en marge, des traitements proposés. Et puis, l'hygiène de vie, comprendre la maladie, pour reprendre les Mmh. propos de Maëva, s'informer, éviter toutes ces fake news aussi. Enfin, voilà, savoir repérer les fake news, hein, parce que Mmh. les éviter, c'est difficile. On y est confronté, jour après jour, mais ne pas hésiter à s'orienter vers des ressources fiables, ou à des profils, hein, comme Vivre Psoriasis, Happy Réseau, des sites de référence comme celui des sociétés savantes, Société française de dermatologie, le site de notre réseau de dermatologie. Donc vraiment, orientez-vous vers des ressources fiables. Le psoriasis reste une vraie maladie et les poudres de perlimpinpin n'y feront rien malheureusement. Merci à toutes les 2 pour avoir partagé à la fois le savoir scientifique et le savoir expérientiel. Merci à vous Dalila de nous avoir invités. Merci pour l'accueil. Dans la peau. Le psoriasis ne définit pas qui vous êtes. Le psoriasis est une voix qui s'élève par la peau, parfois douloureuse, souvent incomprise, mais toujours digne d'être entendue. Car dans chaque plaque, il y a une histoire, et dans chaque histoire, une force que personne ne peut recouvrir.
Merci à vous d'avoir écouté cet échange et à bientôt pour un nouvel épisode dans la peau. Votre peau, notre mission. Votre bien-être, notre priorité.